vous êtes les voisins du trottoir d'en face, donc bienvenue dans cette maison, et vous me permettrez, mesdames et messieurs, de faire un petit point d'éducation avec eux pour leur dire qu'une chambre de commerce, en fait, c'est un endroit. Vous apprendrez peut-être plus tard dans votre parcours d'étudiants et d'élèves. C'est un endroit où on aide les entreprises à se développer. Voilà. Donc, chambre de commerce et d'industrie, à la fois le commerçant et l'industriel, et puis les services. Donc, si un jour vous avez envie de créer votre entreprise quand vous serez un petit peu plus âgé, eh bien, n'hésitez pas à franchir la porte et vous trouverez ici tous les soutiens nécessaires pour cette création. Monsieur le Président, je vous laisse la parole avant que Monsieur le Proviseur Eric Alexandre dirige cette manifestation. Merci. Écoutez, c'est un vrai plaisir, Madame la Ministre, de vous accueillir dans votre mur, et Madame la Préfète. Monsieur le Proviseur, on est voisins, on se voit souvent et on a le plaisir de partager tous vos élèves aussi qui profitent bien de notre parc avec le soleil qui va avec. Donc on est trop heureux quand ça se passe bien et que tout le monde profite de ce lieu magique. Très bien pour cette salle, elle est pleine pour aujourd'hui, effectivement. On va vous écouter avec beaucoup d'attention. Je vous remercie, Monsieur le Proviseur, pour ce livre que je vais lire avec beaucoup de passion. Et surtout, je voulais dire aux jeunes, et Patrick l'a dit, qu'éventuellement dans votre carrière, si vous voulez créer votre entreprise, on est à votre disposition pour le faire. Et j'étais la semaine dernière avec Madame la Ministre à Paris, où elle remettait des prix femmes chefs d'entreprise. Il y en avait 150. C'était une brillante cérémonie au Conseil économique. Et je peux vous dire que de plus en plus, l'entreprise se féminise avec des gens qui ont vraiment le goût de se battre et de réussir. Donc on est à votre disposition, n'hésitez pas à franchir la route et venir expliquer vos idées. On vous dira si c'est bon ou pas bon. Et puis maintenant, il y a des moyens financiers pour vous aider, pour vous parrainer, pour vous donner les bons conseils. Et si vous avez une vocation pour gagner un petit peu d'argent, ça marche bien, n'hésitez pas, parce que vous savez, oui, les tiroirs caisses, ça adoucit les mœurs et ça permet à beaucoup de gens de s'épanouir. Donc je reste avec vous le plus longtemps possible pour bien profiter de ce que je vais entendre, et je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de ces mots d'accueil. Madame la Ministre, Madame la Préfète, chers collègues, je vois une assemblée de lycéens et d'étudiants particulièrement fournis dans le cadre de ce parcours droit sciences politiques. Je voudrais qu'ils mesurent la chance qu'ils ont d'abord d'avoir ce partenariat avec la Chambre régionale de commerce qui nous permet de faire ces conférences dans un lieu qui est pour nous très important. Et cet accueil, on vous le doit, Monsieur le Président, et je voulais particulièrement insister sur cette convivialité qui nous unit. Donc le lycée a ouvert ce parcours depuis cette année avec le soutien du rectorat, et je remercie Monsieur l'inspecteur d'académie de sa présence, parce que sans le soutien institutionnel, ce parcours n'aurait pas pu avoir lieu. Et ce parcours permet aux lycéens de la seconde jusqu'à la terminale d'activer un module facultatif et sur une thématique de culture générale, de s'initier, je dirais, au monde moderne et de faciliter le débat. Et c'est le format que nous avons souhaité. Vous activez beaucoup de réseaux sociaux, vous communiquez énormément, mais le fait de pouvoir aussi bénéficier d'interventions de conférenciers est pour nous une étape importante. C'est la dernière conférence de l'année, Madame la Ministre. Il y a eu 4 conférences qui ont été animées par Madame Guimoya, professeure d'histoire-géographie, qui a coordonné l'ensemble de ces interventions tout au long de l'année. Et c'était important pour nous de finir cette année scolaire autour de cette conférence qu'on vous laissera présenter. Cette salle a aussi accueilli il y a quelques temps un hommage sur Madeleine Michelis. Madeleine Michelis qui a laissé son nom à l'établissement, et je vais vous offrir le livre de sa correspondance d'avant-guerre et de guerre, et c'est une figure emblématique pour nous. Je sais votre attachement à la laïcité, et je sais aussi à quel point on lui doit la défense de ses valeurs républicaines,
Et c'est toujours une occasion pour nous de rappeler que cet engagement est indispensable aussi pour vous, lycéens. Donc c'est, je crois, une belle transition entre ce message de vie que Madeleine Michelis nous laisse et puis le thème de votre conférence et le thème aussi autour de la laïcité qui est un point très important pour vous. Alors pour que la conférence puisse se dérouler le mieux possible, je vous rappelle, comme dans toute conférence, voire tout spectacle, de bien vérifier que vos portables sont au moins en mode vibreur ou sont en tout cas éteints. Et puis à l'issue de la conférence de Madame le Ministre, on laissera un temps pour que vous puissiez intervenir, poser vos questions et que cette conférence soit aussi très, très interactive. Je vous remercie de votre attention. Madame la Ministre, je vous propose de nous rejoindre. Alors, bonjour à toutes et à tous, Madame la Préfète, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs aussi les enseignants. Et merci d'avoir organisé justement cette rencontre parce que c'est important de pouvoir, avec les jeunes générations, d'échanger et d'expliquer le travail qui peut être fait dans le cadre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pourquoi c'est important? Parce qu'il s'agit d'un combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons. Il s'agit d'un combat qui dure depuis extrêmement longtemps. Et lorsque vous me remettez, Monsieur le Proviseur, eh bien, cet ouvrage sur Madeleine Michelis, c'est justement, cela a un sens. Cela a un sens 70 ans après eh bien, la guerre, la Seconde Guerre mondiale, mais aussi 70 ans où pour la première fois, il y a quelques semaines, nous avons fêté, entre guillemets, cet anniversaire, les femmes pour la première fois pouvaient voter aux élections. Et si elles ont pu voter aux élections, c'est parce que de nombreux combats ont pu être menés par des femmes, mais aussi par des hommes. Ils étaient peu nombreux à l'époque, et surtout des femmes qui se sont inscrites dans la résistance. C'est le combat des femmes lors de cette période qui a permis aussi, à la fin de la guerre, eh bien, d'obtenir ce droit à voter. Et lorsqu'aujourd'hui nous voyons beaucoup de jeunes hommes, de jeunes femmes, ou des plus âgés, ne pas aller voter, je pense que ces 70 ans sont l'occasion de rappeler l'importance du vote, l'importance que de dire ce en quoi on croit, les projets qu'on veut porter, les projets qu'on veut soutenir, pas que pour soi, mais pour l'intérêt général. Et ces questions, eh bien, vous êtes amenés, alors certains ou certaines n'ont pas encore le droit de voter, mais d'autres oui, ici. C'est important de dire toujours, d'exprimer son opinion et de participer au débat démocratique. Ce débat sur l'égalité entre les femmes et les hommes, on a souhaité depuis 2012 qu'il puisse s'inscrire dans la réalité. Et pour qu'il puisse s'inscrire dans la réalité, eh bien, il faut parler d'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, dans tous les champs de la société. Et c'est pour ça, je vais d'abord vous parler un peu de la méthode que nous avons employée, et puis ensuite je vous dirai ce qu'on a fait à travers des lois, et ce qu'on fait au quotidien, et des choses, vous allez voir, qui vous touchent dans votre quotidien, même à votre âge. D'un point de vue de méthode, donc cette transversalité, elle s'inscrit comment? Nous avons décidé, déjà, de faire un gouvernement à parité. Et ça, c'est une volonté politique, il n'y a aucune loi qui l'y oblige. Ça, c'était un premier signe fort que nous voulions poser. C'est chose faite. Nous voulions aussi que dans toute la société, dans tous les domaines, donc faire vivre cette égalité entre les femmes et les hommes, en tout cas se mettre sur ce chemin pour aller vers cette égalité. Et pour cela, nous avons nommé dans chaque ministère un référent égalité femmes-hommes. Alors pourquoi faire? D'abord, nous avons des exigences dans le domaine privé. Monsieur Jackie Lebrun parlait tout à l'heure de l'entreprise, et nous nous donnons des objectifs très difficiles aux entreprises aujourd'hui pour que des femmes puissent prendre des responsabilités. Et donc il était normal que dans chaque ministère, donc dans le domaine public aussi, les femmes puissent avoir leur place et puissent progresser dans leur carrière professionnelle. Et puis les ministères émettent des politiques publiques qui vous touchent, par exemple dans le domaine de la scolarité ou dans le domaine de l'enseignement supérieur.
Et c'est pour cela que nous avons, à travers ces référents, mis une exigence, c'est que dans les politiques publiques, nous devons prendre en compte l'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que faire une politique publique sans y penser, sans la prendre en compte, n'est pas la même. Elle n'est pas la même, par exemple, aussi dans des collectivités. Par exemple, une mairie qui décide de construire des structures sportives pour la population pense rarement si ces structures sportives vont être destinées à des hommes, aussi bien à des hommes qu'à des femmes. Et c'est pour ça qu'on se retrouve très souvent avec des structures qui ne sont pas destinées aux femmes, parce qu'on pense que, en plus, certains sports seraient réservés aux hommes, comme d'autres sports seraient réservés aux femmes. Donc toute cette politique, elle demande un peu de temps, mais elle commence à s'inscrire dans la réalité. Et puis, ce combat pour l'égalité, c'est un combat pour la justice. La justice, c'est aussi ce qui fait qu'une société est plus sereine. Et puis, c'est aussi le fait qu'on instaure une république du respect, à la fois entre les filles et les garçons, mais aussi entre les femmes et les hommes. Nous avons voulu légiférer, même si de nombreuses lois avaient été prises, et cette loi a été promulguée le 4 août 2014. Cette loi, elle est transversale, elle aussi. Elle s'attache à plusieurs points extrêmement importants. Je prendrai tout d'abord le premier point, qui, vous allez le voir, est un point extrêmement difficile et qui frappe notre société et qui frappe les femmes. Ce n'est pas un jeu de mots dans notre société, c'est la violence qui est faite aux femmes. Aujourd'hui, une femme, tous les 3 jours, décède sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon. Et ça se passe en France. Il y a aussi des femmes qui, malgré le fait qu'elles aient pu se séparer de leurs compagnons, sont en grave danger. Elles risquent leur vie, elles sont menacées de mort. Et donc il fallait répondre à ce fléau. Et dans cette loi, nous avons pris des décisions extrêmement fortes. Tout d'abord, et peu de femmes ont la capacité de pouvoir aller déposer plainte parce qu'elles ont peur, nous avons décidé qu'à la première main courante, Amiens, la Somme, fait partie de ces départements, il y aurait une connexion très forte entre justice, police et les associations qui travaillent sur ces questions. Nous avons, dès la main courante, de premiers actes qui sont posés contre les auteurs de violences. Et puis, pour celles qui ont pu s'éloigner, il faut les mettre à l'abri. Donc nous développons aussi 1650 places supplémentaires à la fin du quinquennat pour mettre à l'abri ces femmes dans des centres discrets où elles sont protégées le temps qu'elles puissent se reconstruire et mener leur vie. Il y a donc aussi des outils à mettre en place au-delà de l'hébergement. Et je pense par exemple au téléphone grave danger. Ce téléphone, c'est un téléphone portable qui est donné par les procureurs et qui, pour ces femmes en grave danger, peuvent alerter immédiatement les forces de police pour qu'elles puissent lui venir en aide. Ce sont des dispositifs indispensables pour la survie des femmes. Et nous avons encore un problème dans notre société qui est celui d'une grande violence vis-à-vis des femmes. Et d'une violence vis-à-vis des femmes parce qu'elles sont femmes. Donc ça nous interroge quant à notre appréhension de cette égalité et du respect qui doit exister dès le plus jeune âge entre les filles et garçons pour que chacun après dans sa vie d'adulte puisse dans ses relations personnelles considérer qu'on ne frappe pas une femme, qu'on ne la violente pas et qu'on la respecte. Ça c'est un enjeu de société qui est extrêmement fort. Nous avons donc voulu initier des actions extrêmement particulières aussi sur ces phénomènes de violence où peut-être que vous connaissez cela parce qu'il y a eu une grande campagne faite par le ministère de l'Éducation nationale sur ce sujet, sur le harcèlement. En ce moment, je travaille avec mon équipe sur le harcèlement dans les transports en commun. Toutes les jeunes femmes, quasi toutes, ou des femmes, aujourd'hui adultes, ont vécu à un moment donné de leur vie un moment de harcèlement dans la rue, dans les transports, où vous savez, certains croient que c'est une forme de drague,
alors que ce n'est pas du tout le cas, puisque la drague, ça c'est des vies personnelles de chacun. C'est quand l'un et l'autre acceptent cette relation et cette approche. Non, là c'est quand on impose à l'autre, en l'occurrence les femmes, eh bien des mots déplacés, des gestes déplacés, voire plus. Il faut rappeler que tout cela est condamnable. Et tout cela est inscrit dans le code pénal. Mais dans notre société, une forme d'acceptation, et les filles les premières, ont intégré eh bien, que ça faisait partie du lot quotidien de ce qu'on devait supporter. Eh bien non. Donc, au mois de juin prochain, nous avons mis en place un groupe de travail avec des associations qui sont spécialisées sur ces questions, comme le Stop Harcèlement de rue, Oser le féminisme, et puis bien d'autres, mais aussi donc l'ensemble des transporteurs en France, parce que ce n'est pas qu'une question parisienne, c'est une question qui concerne toutes les femmes, et évidemment le ministère de l'Intérieur et le ministère des Transports et moi-même, je pilote ce dispositif, et au mois de juin, vous verrez, nous ferons des propositions pour que eh bien, nous fassions reculer aussi cette dérive qui est d'un non-respect envers les femmes et d'une agressivité et d'un harcèlement qui existe dans notre société vis-à-vis des femmes. Alors, moi je ne souhaite pas mener une politique qui est une guerre contre les hommes. C'est pas ça le but. Le but c'est cette égalité, comme je vous le disais, et le respect. Et bien tout cela aussi s'inscrit dès le plus jeune âge, et la façon dont on discute de ces questions, ou pas d'ailleurs, eh bien dans le cadre de l'éducation privée, avec vos parents, ou aussi dans le cadre de l'éducation avec vos enseignants. C'est pour cela d'ailleurs qu'avec Najat Vallaud-Belkacem, nous avons inscrit dans la formation des enseignants qui arrivent, qui viennent après venir exercer devant vous, eh bien, cette notion importante de dire eh bien, que cette égalité, elle est fondamentale pour construire cette République du respect. Alors, dès le plus jeune âge, vous voyez bien dans les publicités, parce que vous devez certainement regarder beaucoup Internet ou la télévision, eh bien dans les publicités, dans les films qu'on peut voir, ou dessins animés même, ou les manuels scolaires encore, vous avez aussi des rôles qui vous sont assignés en tant que fille et garçon. Une forme de légende voudrait que eh bien, les garçons soient extrêmement forts, extrêmement courageux, et les filles fragiles et donc seraient très sensibles. Il y a effectivement des filles qui sont fragiles et sensibles, mais il y a aussi des garçons qui peuvent l'être. Comme il y a des garçons qui peuvent être certes forts et courageux, et qui peuvent de temps en temps aussi avoir quelques faiblesses. C'est le fait d'être un petit peu tout en tant que personne, et chaque personne est unique. Mais par contre, dire que définitivement une fille est fragile et qu'un garçon est fort, ça veut dire quoi pour la suite de votre vie? Eh bien, ça signifie que, eh bien, d'une façon non dite, dans un premier temps, on vous interdirait, la société vous interdirait éventuellement d'exercer tel ou tel métier, ou de vous inscrire dans tel ou tel sport. Et pourtant, bientôt, là ça commence les jours qui arrivent, eh bien il y a la Coupe du Monde de foot féminine qui va avoir lieu, comme celle du rugby qui avait eu lieu l'année dernière, et qui intéresse beaucoup de monde, aussi bien les hommes que les femmes, à regarder ces compétitions qui sont d'ailleurs extrêmement intéressantes à assister, auxquelles vous pouvez assister ou regarder sur vos télévisions. Alors cette lutte contre les stéréotypes, eh bien, elle se fait à l'école, elle doit se faire aussi dans votre orientation, et l'ONICEP, qui est l'organisme qui travaille sur des documents pour vous aiguiller dans vos choix professionnels et d'orientation, eh bien, a beaucoup travaillé sur ces sujets. Donc nous lançons par exemple une campagne sur la mixité des métiers. La mixité des métiers, c'est de dire, eh bien, chaque métier est ouvert aux unes et aux autres, et ainsi de suite. Un garçon peut très bien vouloir s'engager à s'occuper des enfants ou à s'occuper des personnes âgées, pendant que des filles aimeraient travailler dans le bâtiment ou travailler dans l'informatique, lieu où aujourd'hui la présence des hommes est écrasante. Et pourtant, il ne faut pas une force particulière pour être derrière un ordinateur et composer des programmes. C'est pour ça qu'on voit très peu de femmes d'ailleurs dans des écoles d'ingénieurs, et qu'aujourd'hui,
eh bien, les entreprises ont du mal à recruter des femmes. Donc je vous le dis, les filles qui sont présentes ici, je vous invite vraiment à vous inscrire dans ces métiers s'ils vous intéressent, parce que vous allez avoir des offres d'emploi au-delà de vos espérances et avec des progressions de carrière qui pourront vous permettre de voir extrêmement loin votre avenir. Mais pour ça, il faut en parler. Pour ça, il faut en parler et pour ça, il faut dire stop, chacune et chacun peut faire ce qu'il souhaite dans la vie et choisir la voie qui l'intéresse dans la vie. Et puis, il y a la liberté. La liberté de chacun et chacune de mener sa propre vie personnelle. Et cette liberté pour les filles, eh bien, elle commence par la maîtrise de son corps. Et là, je touche un sujet extrêmement sensible, que de se connaître et de pouvoir, eh bien, par exemple, avoir des enfants lorsqu'on le veut, tout simplement. Donc là aussi, avec Marisol Touraine, nous avons lancé un nouveau plan sur l'interruption volontaire de grossesse, sur la contraception, pour rendre accessible cette contraception aux plus jeunes gratuitement, que vous puissiez aussi avoir des lieux où vous pouvez discuter de ces questions qui sont compliquées parce qu'elles sont extrêmement intimes, où vous pouvez échanger avec des professionnels et où vous pouvez, eh bien, faire le choix de votre vie aussi personnelle lorsque vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Un autre sujet est celui que vous allez rencontrer dans votre vie produit. Une femme, chaque mois, en moyenne évidemment, travaille la 4e semaine de ce mois pour rien. Parce qu'en moyenne, l'écart des salaires entre les femmes et les hommes, pour les mêmes postes, pour les mêmes compétences, est un différentiel de 25%. Donc, nous travaillons à cette question qui est extrêmement difficile. Ces 25% se composent beaucoup parce que les femmes subissent le plus possible, le plus grand nombre d'entre elles, des temps imposés partiels. Mais il y a, et plus vous montez en salaire et plus les écarts se creusent, vous avez un écart salarial qui est évident entre les femmes et les hommes. Donc là aussi, nous avons pris des actes à travers cette loi du 4 août 2014. Que dit cette loi? Elle dit que si l'entreprise, et l'administration n'est pas exempte de cette obligation, si l'entreprise ne dépose pas un plan pour démontrer la façon dont elle va résorber cet écart, et donc avec des objectifs très précis, eh bien, elle est passible de condamnation. Alors c'est très dur à dire comme ça, dans une période en plus difficile d'un point de vue économique, mais c'est toujours difficile. Il n'y a jamais de bonne période de toute façon pour résorber ce type d'inégalité. Donc nous avons choisi, eh bien, néanmoins, malgré les difficultés, de montrer cette exigence et de l'appliquer et de la faire respecter. Il y a aussi des femmes qui veulent créer leur entreprise. Et là, une grande difficulté s'impose à elles, parce qu'elles sont femmes, les banques ne leur font pas confiance. Encore moins qu'aux hommes, même si en ce moment c'est difficile. En tout cas, pour les femmes, c'était pas que difficile, c'était extrêmement difficile. Donc nous avons créé un réseau de banques qui permettent aujourd'hui à des femmes de porter leurs projets et de pouvoir créer leur entreprise. Pour cela, nous avons apporté une garantie. Le Fonds Garantie Initiative Femmes, qui permet aux femmes d'avoir un prêt d'honneur qui leur apporte, eh bien, une force pour aller devant les banques et demander justement ce crédit qu'il leur faut pour monter leur activité. Pour des activités plus importantes, nous avons aussi fléché un fonds à la Banque publique d'investissement pour que des femmes puissent reprendre des entreprises ou créer leur entreprise avec des dimensions plus importantes que celles d'auto-entrepreneurs par exemple ou d'artisanat. Nous avons aussi pensé qu'il était important que des femmes puissent exploser ce fameux plafond de verre pour prendre des responsabilités plus importantes dans l'entreprise. Et dans la loi, nous avons à horizon 2017 pour les entreprises du CAC 40, puis ensuite pour 2020 pour les entreprises inférieures à celles du CAC 40, imposées aux entreprises
40% de femmes dans les conseils d'administration, parce que, et ça c'est un levier extrêmement important pour nous, il est démontré aujourd'hui que lorsque vous partagez les responsabilités entre les femmes et les hommes au sein d'une entreprise, il y a une dynamique économique supplémentaire pour les entreprises et des possibilités beaucoup plus élargies pour elles. Ce qui nous aide beaucoup pour faire vivre cette égalité, parce que l'aspect économique compte beaucoup dans ce que nous faisons et pour persuader les chefs d'entreprise de s'inscrire dans cette logique. Enfin, je voulais, parce qu'il nous reste quelques sujets pour discuter ensemble, je voulais vous parler, et c'est par là que j'ai commencé d'ailleurs, de cette histoire du combat des femmes, et qui est un combat qui est de plus en plus partagé par les hommes. Cette année a été une année, et est encore une année, extrêmement riche en commémoration, en ce qui concerne le combat des femmes. Au mois de janvier, nous avons fêté l'anniversaire de la loi Veil. Et cette loi démontre encore que dans de nombreux pays qui ont adopté les mêmes choses que nous, tout peut être remis en cause du jour au lendemain. Je pense à l'Espagne, par exemple, sur l'interruption volontaire de grossesse. Donc, il faut toujours être vigilant et vigilante sur ces questions. Nous avons eu, je l'ai dit en propos introductif, les 70 ans des droits de vote et évidemment le premier vote effectif des femmes au municipal de 1945. Et là, ce fut un grand moment parce qu'il a coïncidé aussi avec la panthéonisation de 2 femmes. C'était il y a quelques jours à peine, qui était un événement à la fois évidemment important parce qu'il saluait la résistance et 2 grandes résistantes qui rentraient au Panthéon, mais c'était aussi extrêmement important et assez inédit de voir 2 femmes supplémentaires rentrer au Panthéon, car elles sont extrêmement peu nombreuses. Elles étaient 2 à être au Panthéon jusqu'à présent. Elles sont désormais 4. Et ça, c'est une reconnaissance à la fois de la République et une reconnaissance du combat des femmes qui, jusqu'à présent, ne l'avait pas vraiment été. Et puis, il y a ce que nous voulons faire ensemble pour avancer au quotidien. Et là, je vais vous citer 2 exemples. Je vous ai parlé du harcèlement dans les transports tout à l'heure, mais je vais vous parler d'un sujet qui fait sourire tout le monde, mais qui est très important pour vous montrer que dans votre vie quotidienne, sans y faire forcément attention, on peut être avec ces méthodes stéréotypées des victimes de la consommation. Je veux vous parler de la Women Tax. La Women Tax est une chose assez simple. Vous avez des produits ou des services parce qu'ils sont destinés aux femmes, alors que le produit, par exemple, existe de la même manière pour les hommes. On a décidé, parce qu'on les faisait roses, qu'ils allaient être plus chers. Alors au début, on se dit, elles sont complètement stupides, ces filles, pourquoi elles n'achètent pas les produits en bleu? C'est vrai. Seulement, c'est bien organisé dans le magasin. Et pour détecter ce type de phénomène, il faut quand même avoir le temps de faire l'ensemble des rayons, parce que les hommes sont souvent séparés des rayons des femmes, de pouvoir faire les comparatifs, de le savoir, parce qu'on n'est pas censé savoir au départ qu'on nous attend au coin du rayon. Et donc il faut le savoir et faire les comparatifs pour pouvoir évidemment se diriger vers le produit bleu qui est moins cher alors qu'il est identique. En tout cas, ça ressemble fortement à une petite escroquerie, et en tout cas à prendre les femmes pour des imbéciles. Surtout qu'en plus, comme je le disais tout à l'heure, elles gagnent 25% de moins que les hommes en moyenne. Donc nous avons décidé de nous attaquer à ce phénomène, et donc avec Emmanuel Macron, que vous devez connaître, nous avons décidé de saisir une instance de Bercy qui lutte contre la répression des fraudes et qui va faire cette enquête pour vérifier l'ampleur du phénomène. C'est comme quand vous allez chez le coiffeur. Le fait de vous faire couper les cheveux, alors je veux bien les cheveux longs, les cheveux courts, en fait, sur le même type de service, les filles payent plus cher. Au pressing, le chemisier est tellement différent de la chemise que vous payez le double. Et tous ces services, peut-être aussi le fait que vous appeliez, qu'une fille appelle un garagiste ou un électricien, elle paiera plus cher
que si c'est un garçon. Vous voyez, notre société, elle est pleine d'inégalités qui sont de différentes natures. Et c'est pour ça que c'est important de se battre pour ces questions. Alors, j'espère que j'aurai pu vous montrer un petit peu le travail que nous faisons au quotidien. J'espère aussi que parfois vous pouvez en percevoir les effets. En tout cas, nous y travaillons. Et moi, je suis très heureuse de pouvoir échanger avec vous et de voir comment vous aussi vous percevez ces inégalités. Si pour vous, elles n'existent pas, il y a des gens qui considèrent que dans leur quotidien, ils ne voient pas trop la différence. Mais en tous les cas, moi, je vous dirais, et peut-être, bon, c'est mon côté féministe, même si les féministes ne mènent pas des guerres contre les hommes, je vous rassure, on a besoin d'eux. Mais de vous dire, en tout cas pour les filles, ce que disait Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis et vous devez rester vigilante toute votre vie durant. Merci.